Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite et la fin de ce petit cours sur l'intégrale de Riemann. Dans ce cours, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, je vais vous rappeler ce que c'est que l'intégrale de Riemann. Nous allons voir une première formule de la moyenne. Ensuite, le théorème fondamental de l'analyse. Ah, qu'est-ce que c'est déjà? Vous allez voir, vous le connaissez déjà, ça j'en suis sûr. Et puis ensuite, on parlera de convergence uniforme et de convergence dominée. Donc en gros, tout ce qu'il y a pour faire des exercices théoriques sur l'intégrale de Riemann. Pour tout ce qui est calcul en pratique, l'intégration par partie, changement de variable et tout ça, ce sera plus tard, hein, je le ferai un jour. Comme vous voyez, ça me passionne un peu moins la pratique que la théorie, j'avoue, c'est mal. Mais bon, un jour, je ferai quand même tout ça. En tout cas, voilà, là, vous serez paré pour faire tous les exercices un peu théoriques sur l'intégrale de Riemann. Alors, allons-y, commençons tout de suite. Donc, je vous rappelle qu'une fonction est intégrale au sens de Riemann si on peut l'encadrer par deux fonctions en escalier, dont l'intégrale est aussi proche qu'on veut, hein, je vous rappelle, c'était la définition qu'on a vue dans les vidéos précédentes, et puis que par définition, l'intégrale entre a et b de f, eh bien, c'est le sub des intégrales des fonctions en escalier inférieur ou égal à f, ou l'inf des intégrales des fonctions en escalier supérieur ou égal à f. Okay. Donc on a déjà vu que l'intégrale était linéaire, hein, ça veut dire qu'elle est compatible avec la somme et la multiplication par un scalaire. On a vu que la positivité, c'est-à-dire que si f est plus petit que g, alors l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g, ainsi que la relation de Schall, hein, si on prend une valeur c quelconque, et bien l'intégrale entre a et b de f, c'est cette somme de a à c plus la somme de c à b, et avec les petites conventions, si jamais c est plus grand que b, alors on change le signe, etc. etc. Voilà, donc tout ça on a vu, et maintenant on va pouvoir y aller. Donc un petit résultat sympathique, qui est la première formule de la moyenne. Alors, me dire, ok, tu dis première, donc il y en a une deuxième, est-ce qu'on la verra? Alors la réponse est non. Et pourquoi? Parce que d'une part, elle est plus dure à démontrer, parce qu'elle est plus difficile à comprendre pourquoi c'est une formule de moyenne, et aussi parce que, ce que j'ai dit à mes étudiants, ça sert à rien. Alors ça, c'est une grosse bêtise, parce que quand on dit ça, évidemment, ça n'a pas manqué. 2-3 semaines après, je me suis retrouvé sur un résultat qui demandait pour la preuve la seconde formule de la moyenne. Mais c'est le seul cas où ça arrivait, je l'avais jamais vu avant, vous voyez, c'est coup de pas de bol, mais enfin bref. Donc, elle est quand même super, beaucoup moins utile. Je parle bien français, hein, super beaucoup moins utile que celle-là. Donc, on va se contenter pour le moment de faire celle-là. Et puis un jour, peut-être, on verra. Ok, alors qu'est-ce qu'elle dit cette formule de la moyenne? Elle dit que si je prends f et g de fonctions Riemann intégrables et g positive, alors si je note, donc déjà f, vous vous rappelez, c'est Riemann intégrable, elle est bornée. D'accord? Puisqu'elle est encadrée par deux fonctions en escalier sur AB, qui ont donc forcément un nombre fini de valeurs. Donc c'est majoré, c'est minoré, ok, donc f est borné. Et donc l'ensemble des valeurs de f pour x ça appartient à AB est une partie de R qui est bornée. Donc je peux toujours définir sa borne inf et sa borne sup. Donc les petits m et les grands m, ils existent. C'est des encadrements des valeurs de f, tout va bien. Et bien donc ce que dit ce théorème, c'est que l'intégrale de fg, alors fg est Riemann intégrable, rappelez-vous, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, hein, si f et g sont Riemann intégrables, f fois g l'est. Et donc l'intégrale de fg, eh bien, c'est égal à k fois l'intégrale de g, où k donc, est une valeur entre m et m. Alors c'est pas n'importe quelle valeur entre m et m, il existe une valeur k, on ne sait rien sur elle, telle que ça. Okay, et donc, si f est continu, alors on va un peu mieux pouvoir visualiser ce que ça donne, parce que du coup, cette valeur entre m et m, c'est une valeur, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, c'est f de c pour un certain c dans AB, d'accord? Et du coup, je trouve que voilà, quelque part, cette formule-là me permet de sortir le f de l'intégrale, d'accord? L'intégrale de fg, bah, c'est f de c fois intégrale de g. Mais sauf qu'en pratique, on ne calcule jamais des intégrales avec cette technique-là, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est c, quoi. Sauf si la fonction f est constante, mais en quel cas, ok, super. Donc, on pouvait le sortir par linéarité. Donc, en pratique, moi, j'ai pas vraiment d'exemple où on calcule des intégrales qu'on ne sait pas calculer grâce à cette technique. Par contre, pour des exercices théoriques sur des propriétés de l'intégrale et tout ça, ça peut être vachement pratique. D'accord? Notamment, il y a un cas particulier qui est relativement souvent utilisé, c'est si jamais la fonction g vaut 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient si la fonction g vaut 1? Ben, on obtient l'intégrale entre a et b de f est égale à f de c fois l'intégrale entre a et b de 1, ça c'est b-a. Okay, autrement dit, si je divise par b-a, f de c c'est 1 sur b-a, intégrale entre a et b de f de x dx. Allez, j'arrête de vous le faire de tête, hop, c'est ce que j'ai écrit là. Donc si f est continu de AB dans R, il existe une valeur C telle que f de C est égal à ça. D'accord? Et donc, quelque part, pourquoi c'est utile et pourquoi on appelle cette valeur f de C la valeur moyenne de f sur AB? Parce que
Ça généralise un petit peu la notion de moyenne. Hein, je vais essayer de vous faire sentir ça un petit peu. La somme, on appelle ça somme d'ailleurs, l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est l'aire sous la courbe. On peut un peu voir ça, l'aire sous la courbe, comme un peu la somme de toutes les hauteurs de f, vous voyez, sur l'intervalle, quoi. C'est un peu comme une somme de toutes les valeurs de f. Et puis, combien il y a de valeurs de f? Combien il y a de x entre a et b? Il y en a b-a, vous voyez, la longueur de l'intervalle. Donc, ça représente un peu ça. Une façon de se rendre compte que ça représente un peu une moyenne, c'est imaginer que votre fonction se passe soit entre 0 et n, et qu'entre 0 et 1, elle valent une valeur x1, entre 0 et 2, elle valent une valeur x2, et ainsi de suite. Et donc, elle soit constante sur les intervalles de longueur 1. Et bien du coup, son intégrale, c'est la somme de toutes ces valeurs. Et puis l'intervalle en tout, il mesure n, donc ça fera 1 sur n, soit la somme de toutes les valeurs. Donc en fait, c'est vraiment la moyenne, d'accord, des valeurs de f. Hein, si f prend qu'un nombre fini de valeurs, enfin si f est en escalier, c'est vraiment la valeur moyenne des valeurs de f, si en plus tous les intervalles sont de longueur 1. Hein. Ok, mais donc vous voyez, c'est en ce sens-là que ça généralise un peu une moyenne pour une somme infinie. Donc ça, c'est chouette. Et donc en statistique, en proba, en plein de choses, cette formule-là, elle a un certain sens quand même. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, il nous reste à la prouver quand même. Alors, donc ce qu'on sait, c'est que f est compris entre petit m et grand m. Bah oui, parce que par définition, c'est l'inf de ses valeurs et le sub de ses valeurs. Donc ça, on est sûr, jusque-là. Et donc, comme g est strictement positif, enfin non, est positif ou nul, en tout cas, quand je multiplie par g de x, ici, ça ne change pas le sens des inégalités. Donc pour tout x, m fois g de x est plus petit que, égal à f de x fois g de x est plus petit que m fois g de x. Et donc, d'après le théorème de la positivité de l'intégrale de Riemann, je peux prendre l'intégrale des trois côtés et les inégalités ne changent pas. Et donc l'intégrale de mg de x, qui est égale à m fois l'intégrale de g de x, hein, par linéarité, est plus petite que l'intégrale de ça, de fg, et puis plus petit que grand m fois l'intégrale de g. Ok? Jusque-là, tout va bien. Et du coup, j'en déduis que du coup, si je divise par l'intégrale de g, hein, je veux dire, ça veut bien dire qu'il existe cette valeur-là, intégrale de fg divisée par intégrale de g, c'est une valeur qui est comprise entre petit m et grand m. Je l'appelle k, et voilà, j'ai terminé le théorème. D'accord? Donc c'est juste ça. Hein. On divise par intégrale de g, hop, sauf si g est nul, mais auquel cas, si g est nul, le théorème était évident. Et puis, voilà, bref. Ok. Et donc maintenant, il manque juste pourquoi c'est f de c. Donc si f est continue cette fois, eh bien je sais qu'elle atteint ses bornes. Donc je sais qu'il existe une valeur x et y telle que f de x égale petit m et f de y égale grand m. Et donc, comme elle est toujours continue, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, n'importe quelle valeur comprise entre petit m et grand m est atteinte, d'accord, par f. Hein. Si elle prend la valeur petit m et la valeur grand m, elle prend toutes les valeurs entre. Et donc, quel que soit le cas qui est entre petit m et grand m, il existe un petit c tel que f de c égale k. Et donc, ça me permet de dire que voilà, le rapport entre l'intégrale de fg et l'intégrale de g, c'est f de c. Et donc, ça démontre le théorème en général. Ok? Voilà. Donc, c'est pas bien dur. Maintenant, passons au théorème fondamental de l'analyse. Ça s'appelle comme ça, c'est vraiment qu'il est essentiel. Et évidemment, on ne saurait quasiment jamais calculer l'intégrale sans ça. Hein. Je l'ai déjà utilisé dans la vidéo sur les sommes de Riemann. Vous voyez, pour conclure, quand je trouvais une intégrale, j'ai utilisé évidemment ce théorème pour les trouver, qui est donc celui que vous connaissez depuis longtemps. En fait, c'est plutôt le suivant, mais ils sont quasiment équivalents. Donc si je prends une application continue, et je prends l'application a de x définie par l'intégrale entre a et x de f de t dt, eh bien cette application est dérivable, et sa dérivée, c'est petit f. Autrement dit, grand A est une primitive de petit f, et donc ça m'amène au théorème fondamental qui est le suivant. Si je prends petit f de AB de R, une application continue, et si grand F est une primitive de petit f sur AB, alors l'intégrale entre A et B de f de x dx, c'est grand F de B moins grand F de A. Ok? Donc ce théorème-là, il dit qu'il existe une primitive de petit f, au moins une, et là, celui-là, il dit, ce qu'on a vu, c'est qu'on en trouve une, n'importe laquelle, alors on peut calculer l'intégrale de petit f en faisant f de b moins f de a. Alors, je vais juste déjà montrer que si j'ai ça, forcément j'ai ça. Pourquoi? Parce que donc, si grand F est une primitive de petit f, alors forcément, grand F est égal à grand A, hein, cette primitive que je prétends qu'il existe, plus une constante. Alors pourquoi? Ça, c'est un détail, c'est pas très dur, mais des fois, si on pose la question aux étudiants, pourquoi grand F est égal à grand A à une constante près? Si c'est deux primitives d'une même fonction, pourquoi elles sont égales à une constante près? C'est genre le truc qu'on connaît par cœur, on l'a utilisé 1000 fois, mais juste comment ça se prouve? Bon, c'est pas dur, mais il faut quand même le faire. Réfléchissez 2 secondes, si vous voulez. Et donc voilà, donc si f et a sont deux primitives de petit f, en fait elles ont la même dérivée, qui est petit f. Et donc f' moins a', autrement dit la dérivée de f moins a vaut 0. Et là, par contre, c'est pas bien dur de se rendre compte d'une fonction dont la dérivée vaut partout 0, elle est constante. Vous voyez, dans ce cas-là, c'est quand même moins dur à voir. Bon.
Et donc du coup, f moins a c'est une constante, donc f égale a plus constante, ok. Bah, du coup, f de b moins f de a, bah, ça fait a de b plus constante moins a de a plus constante, bah, les constantes dégagent, donc ça fait a de b moins a de a. Et donc ça fait bien l'intégrale entre a et b, hein, si x vaut b, de f de x dx, ou f de t dt, et puis moins a de a, bah, a de a c'est l'intégrale entre a et a, donc ça vaut 0, donc ça fait bien cette petite valeur qui est là. Ok. Donc si on a ça, on a ça. Maintenant, il reste à montrer ce truc-là. Ok. Donc voilà, théorème que tout le monde connaît, mais maintenant il faut faire la preuve. Bon, elle n'est pas bien dure, mais il faut quand même la faire. Alors, donc, je prends, rappelez-vous, l'important c'est que f soit continu, parce qu'on a vu que l'intégrale de Riemann était définie aussi pour les fonctions continues par morceaux, mais voilà, pour qu'il y ait une primitive, il faut qu'elle soit continue. Mais avec Chal, on pourra couper, vous voyez, pour calculer l'intégrale d'une fonction continue par morceau, on pourra couper par petits bouts, et puis calculer comme ça l'intégrale des primitives sur chaque petit bout, et puis s'en sortir, quoi. Bon alors revenons-en à un mouton, on veut prouver donc que mon application a de x là est dérivable. Donc la méthode standard, vous savez bien, c'est de calculer la limite de a plus x, a de x plus h moins a de x divisé par h et montrer que quand h tend vers 0, ça tend vers quelque chose. Ok. En l'occurrence, si ça tend vers f de x, ce sera parfait, donc ce sera bien que ce sera dérivable et la dérivée ce sera f, ce que je veux prouver. Alors par défaut, a priori, donc je prends un x dans AB quelconque et un h dans R tel que x plus h appartient à AB. Alors voilà, ça je pourrais faire plein de configurations, à vous de... Vous voyez bien, si x au début c'était b, bah, du coup on va regarder que la dérivabilité d'un côté, quoi. Si x c'était a, on va regarder la dérivabilité de l'autre côté. Bon, il y a plein de cas, je n'ai pas envie de m'embêter, donc je dis voilà, vous prenez un h tel que ça marche, tel que x plus h est dedans, et donc à ce moment-là, a de x plus h, donc qui est l'intégrale entre 0 et x plus h, hein, de f, moins a de x, d'après Chal, ça fait l'intégrale entre x et x plus h de f de t dt. Ok. Bon, jusque-là, je vais me dire, bon, très bien, pourquoi pas. Et donc maintenant, l'idée c'est d'encadrer ce truc-là hein, pour voir ce que ça donne. Alors, donc l'hypothèse importante, c'est que f est continu. Autrement dit, vous voyez, si je prends h relativement petit, on se dit, ben voilà, x plus h, c'est un intervalle qui est proche de x, donc f de t est pas très loin de x, et donc on va utiliser la continuité de f en x, okay, pour dire que f de t finalement est assez proche de f de x. Alors, la continuité de f en x, il a dit que quel que soit epsilon positif, il existe un alpha positif, tel que pour tout t compris entre x moins alpha et x plus alpha, et dans AB, parce que voilà, c'est toujours pareil, hein, ok. Voilà, si jamais c'était x était d'un côté, ça, il n'y a qu'un morceau, et puis voilà. Si ça déborde x plus alpha, x moins là-bas, ben, on coupe. Hein. Ok, en tout cas, pour tous les t de AB assez proches de x, à alpha près de x, alors f de t est proche de f de x à epsilon près. Ok. F de t est compris entre f de x moins epsilon et f de x plus epsilon. Voilà. Ça, c'est la continuité. Alors en fait, j'ai envie de majorer le f de t qui est ça par f de x plus epsilon, et puis le minorer par f de x moins epsilon. Alors, pour pouvoir faire ça, bah, il faut que tous les nombres entre x et x plus h soient compris entre x moins alpha et x plus alpha. Et bien pour ça, il suffit simplement que la valeur absolue de h soit plus petite que alpha. D'accord. Donc à ce moment-là, l'écart entre les deux sera... Vous voyez, voilà, dans ce cas-là, forcément, toutes les valeurs entre x et x plus h sont bien comprises entre x moins alpha et x plus alpha. Elles sont même comprises entre x et x plus alpha si h est positif, entre x moins alpha et x si h est négatif. Mais en tout cas, il faut que h, en valeur absolue, soit plus petit que alpha. Et donc, c'est ce que je vais prendre. Je dis, voilà, je reprends le début. Quel que soit epsilon positif, il existe un alpha tel que, bah, si valeur absolue de h est plus petit que alpha, alors, à ce moment-là, f de t ici vérifie toujours cet encadrement-là. D'accord ? Et donc l'intégrale de f de t est comprise entre l'intégrale de f de x moins epsilon et l'intégrale de f de x plus epsilon. Mais ça, c'est des constantes, ça ne dépend plus de t. Hein, c'est dt. Et donc l'intégrale de f de x plus epsilon entre x et x plus h, bah, c'est h f de x plus epsilon. Okay, l'intégrale de ça entre x et x plus h, c'est h f de x moins epsilon. Et donc j'en déduis que cette intégrale-là est comprise entre ces deux trucs-là. D'accord ? Alors, vous allez me dire, si jamais h est négatif, c'est pas vrai, parce que du coup ça inverse tout. Alors effectivement, là, ça, en fait, cette égalité-là, c'est quand h est compris entre 0 et alpha. Si h est compris entre moins alpha et 0, celui-là, il passe de l'autre côté, celui-là, il passe de l'autre côté, mais enfin, on s'en moque complètement. Donc j'ai cet encadrement-là, voilà, je ne l'ai pas réécrit parce que juste, je ne veux pas trop compliquer, mais sinon c'est dans l'autre sens. Et en tout cas, quand je divise par h, c'est toujours compris entre f de x moins epsilon et f de x plus epsilon. Je ne sais pas de quel côté ça donne, parce que j'ai peut-être divisé par un nombre négatif, enfin bref. Mais ça se simplifie et forcément, voilà, on obtient dans tous les cas que quand h tend vers 0, la limite de a plus x plus h moins de x sur h, c'est f de x, hein, puisque c'est toujours compris entre f de x moins epsilon et f de x plus epsilon. Ok. Donc voilà.
Parce que, bon, voilà, donc bah, du coup, c'est bien la preuve que ma fonction a est dérivable, et puis la limite quand h tend vers 0 de ça, c'est ça, et donc la dérivée de a' de x, autrement dit, c'est f de x. Hein. Ok, voilà, c'est pas très dur à démontrer, mais il faut être un petit peu précis, quoi. Et l'hypothèse importante, hein, c'est que f est continu. Ok, super, maintenant on peut calculer plein d'intégrales. Surtout que même le bec, je vous rappelle, le fait que ça marchait pour le bec de trouver la primitive, j'ai dit oui, bah, c'est parce que ça marche pour Riemann, et donc voilà, pour une fonction qui est continue, elle est Riemann intégrable, et donc son intégrale c'est ça, et du coup pour une fonction continue, pour le bec, ça marche aussi, mais je ne l'avais pas prouvé, donc voilà, maintenant c'est fait. Ok, alors premier théorème maintenant de limite de suite, hein, ça c'est le théorème classique de prépa et tout ça, quand on a une suite de fonctions, eh bien on a souvent besoin, on l'a déjà vu pour les séries entières, pour plein de choses par exemple, voilà, on a une suite de fonctions convergées vers machin, est-ce qu'on a le droit de faire l'intégrale de chaque côté, quoi. Par exemple, j'avais la somme des xn convergeait vers f, est-ce que la somme des xn plus 1 sur n plus 1 convergeait vers l'intégrale de f? Ok, donc on a vu en l'occurrence que oui, mais... Bon bref, alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Donc, si j'ai une suite fn d'applications de Riemann intégrable de AB dans R, hein, c'est même pas la peine de m'embêter, qui convergent uniformément vers une application f de AB dans R, alors que ça veut dire convergence uniforme, ça je vous rappelle, c'est une notion super importante, ça veut dire qu'elle converge au sens de la norme infinie, ou ce qui s'appelle la norme de la convergence uniforme, justement. La norme infinie, vous savez, c'est celle qui dit que, qui vaut la plus grande des valeurs absolues de f. Norme infinie de f, c'est la sub des valeurs absolues de f de x pour x qui parcourt tout l'intervalle de définition. Donc là, en l'occurrence, c'est la plus grand écart des valeurs entre fn et f, sur tout l'intervalle, d'accord? Et ça tend vers 0. Donc il est clair que cette notion de convergence uniforme implique la convergence simple, fn de x converge vers f de x à chaque fois, mais c'est plus fort que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment partout à la fois, d'accord? Hein, bon, je ne vais pas parler de convergence simple, convergence uniforme, la différence maintenant, il y aura une vidéo juste sur ce sujet, donc voilà. Mais en tout cas, donc, si on a convergence uniforme, c'est-à-dire que vraiment, voilà, fn moins f, et fn est dans un tube autour de f de rayon epsilon, vous voyez, au bout d'un moment, hein, si je prends f, hop, epsilon près, partout, là, dans tous les points fn est proche de f, et donc cette norme infinie-là tend vers 0, alors f est Riemann intégrable, et la limite de l'intégrale de fn, c'est l'intégrale de f. Ok? Alors on va démontrer ce théorème, hyper classique, hyper utile, etc., qui est le suivant. Donc, alors on suppose que fn tend vers f uniformément, ça veut dire que cette limite-là tend vers 0, donc pour tout epsilon positif, à partir d'un certain rang, norme infinie de fn moins f est plus petite qu'epsilon. Ok, donc il existe un n tel que ça. Bon. Ok. Alors, donc maintenant, je sais que fn est Riemann intégrable, ça veut dire qu'il existe une fonction en escalier un et une autre vn qui encadre f est telle que l'écart entre les intégrales de vn et de un est plus petit qu'epsilon. C'est la définition de la Riemann intégrabilité. Ok? Bon, jusque-là, tout va bien. Et alors maintenant, bah, du coup, un moins epsilon, c'est plus petit que fn moins epsilon, qui est plus petit que f, hein, parce que justement, on a pris par définition que norme infinie de fn moins f était plus petit qu'epsilon, c'est-à-dire que l'écart entre f et fn est plus petit qu'epsilon, autrement dit, voilà. Et donc, f est plus petit que fn plus epsilon, et qui est lui-même plus petit que vn plus epsilon. Ok, donc voilà un encadrement de f par un moins epsilon et vn plus epsilon. Et donc, du coup, un moins epsilon est une fonction d'escalier, vn plus epsilon est une fonction d'escalier. Il faut que je compare l'intégrale de celle-ci et celle-ci. Et donc, l'écart entre l'intégrale de celle-là et l'intégrale de celle-là, ben ça, donc, ça fait l'intégrale de vn plus epsilon fois b moins a, moins l'intégrale de un plus epsilon fois b moins a. Du coup, eh ben, c'est plus petit que 2b moins a plus 1, le tout fois epsilon. Ok, hein, puisque le 1, il vient de la différence entre l'intégrale de vn et l'intégrale de un, qui est plus petite qu'epsilon. Et puis les deux autres termes, c'était 2b moins a epsilon. Donc finalement, j'obtiens que cet écart, il est plus petit que ça, mais il y a epsilon en facteur, donc quand epsilon est assez petit, c'est aussi petit que je veux. Et donc ça montre bien que ma fonction f est Riemann intégrable. Ok ? D'autre part, maintenant, si je veux regarder l'écart entre l'intégrale de fn et l'intégrale de f, eh bien, par linéarité, ça, c'est la valeur absolue de l'intégrale de fn moins f. Okay, et ça, d'après ce qu'on a vu, c'est plus petit que l'intégrale entre a et b de valeur absolue de fn de x dx. D'accord ? Ça, c'est le truc classique. Le module de la valeur absolue est plus petit que... Enfin, valeur absolue de l'intégrale est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Mais la valeur absolue, en plus, je la majore comme un barbare. Vous voyez ? La valeur absolue de fn moins f de x, je majore par la norme infinie qui est par définition
la plus grande des valeurs ou le sub des valeurs de fn de moins f de x. Ok, donc voilà, donc cette fonction fn-f est majorée par sa norme infinie, et donc hop, je remplace par une constante et je la sors, et du coup ça c'est plus petit que b-a, l'intégrale de cette borne-là, hein. b-a fois norme infinie de fn-f, moins phi, moins de fn-f infini. Oh là là, j'ai du mal. Comme ça c'est plus petit qu'epsilon, j'en déduis que cet écart-là est plus petit que epsilon fois b-a, et donc est aussi petit que je veux quand epsilon est proche, et donc autrement dit, voilà, si epsilon est choisi, pour un n assez grand, l'écart entre ces deux intégrales est plus petit que epsilon fois b-a, autrement dit est aussi proche que je veux, donc ça veut dire bien que la limite de cette suite-là de nombres est bien égale à ce nombre-là. Ouf! Donc voilà, très utile en pratique. En taupe, on s'embête à démontrer plein de convergences uniformes pour démontrer ce genre de résultats-là. On l'a utilisé pour les séries entières, etc. etc. Et en fait, il ne sert à rien. Pourquoi? Enfin, il ne sert à rien. Il peut être chouette, mais en vrai, quand on connaît celui-là, et maintenant on connaît celui-là, on l'a vu pour le beg, donc on ne va pas s'embêter. Celui-là est tellement mieux parce qu'il n'y a pas besoin de convergence uniforme en fait. C'est une hypothèse qui est trop forte, qu'on peut avoir dans certains cas, mais qui n'est pas nécessaire en fait, et qui est dure à démontrer en plus en général, hein, convergence uniforme. Alors que là, on a juste besoin en fait qu'une suite fn elle converge simplement vers une application f, et qu'il y ait une domination. Okay. Alors pour la convergence dominée, on a dit qu'il fallait qu'il existe une fonction g qui était intégrable et qui majorait, etc. etc. Donc là, c'est plus simple, comme nos fonctions, si elles sont Riemann intégrables, elles sont forcément bornées. Et ben, il faut juste que je démontre qu'il y a une borne uniforme, c'est-à-dire qu'il existe un c, une borne, telle que pour tout n et pour tout x, valeur absolue de fn de x est plus petit que c. Hein, donc je reprends, voilà, donc je reprends tout l'énoncé parce qu'il faut aller doucement. Pour bien l'utiliser, il ne faut pas se rater. J'ai une suite d'applications qui sont évidemment Riemann intégrables, sinon c'est même pas la peine de s'embêter. Donc par exemple, continue par morceau. Ok. Et qui convergent simplement vers une fonction. Donc vous voyez, il y a plein de cas où il n'y a pas de convergence uniforme. La fonction, par exemple, x puissance n entre 0 et 1. Hop, ça converge vers 0 et 1 en un point. Vous voyez, ça ne converge pas uniformément vers ce truc-là. Donc voilà. Bref, elle converge simplement vers une application comme ça. Et ensuite, donc, il y a une borne qui ne dépend pas de n et pas de x. Et là, par exemple, pour x puissance n entre 0 et 1, c'est juste évident. Tout le monde est plus petit que 1 tout le temps. Voilà. Hop. Donc c'est pas forcément un truc dur à démontrer, vous voyez, cette chose-là, quoi. Okay. Mes fonctions fn sont toutes bornées, ça c'est sûr. Mais a priori par Cn. D'accord? Parce que, voilà, pour chaque fn, il y a une borne Cn, ben là il faut qu'il y ait une borne pour toutes. Autrement dit que les bornes des fn ne tendent pas vers l'infini. Hein, okay, ce qui pourrait éventuellement arriver, quoi, si j'avais pas de bol, enfin bref. Donc si j'ai juste une condition comme ça, eh ben alors c'est bon, la suite des intégrales des fn, elles convergent. Et si en plus, donc la limite de ma fonction est Riemann intégrable, donc si je sais que la limite est continue par morceau, alors la limite des intégrales, c'est l'intégrale de la limite. Alors pour le bec, on n'avait pas cette condition là de en plus si la limite est le bec mesurable, parce que c'est automatique. Hein, une suite de fonctions, même si on converge simplement vers une fonction, si elles sont mesurables, eh ben, la convergence simple assure la mesurabilité de la limite. Donc on pouvait directement définir ça comme ça. Mais voilà. Bref, donc pour Riemann, c'est ça, hein, vous voyez, c'est ça le théorème qu'on va utiliser en vrai. Hein. Je veux dire, maintenant que vous le connaissez, vous avez le droit d'utiliser. Alors, si votre prof dit, ah, vous le sortez et tout, j'ai jamais vu un prof maths dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser un théorème que vous connaissez, quoi. Pas exagéré non plus. Donc, sauf si vraiment, en fait, si le but de l'exercice, c'est de montrer des convergences uniformes, ok, il faut faire des convergences uniformes, mais sinon, pour montrer qu'une suite de fonctions converge, enfin, qu'une intégrale d'une suite de fonctions converge vers l'intégrale de la limite, on utilise ça. Hein. Ok, donc voilà, convergence simple, et puis borne uniforme, c'est-à-dire borne qui ne dépend pas de... Les bornes de Fn qui ne demandent pas de n en fait. Hein. Ok. Et bien voilà, c'est tout pour ce petit cours sur l'intégrale de Riemann. Et donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite, hein, les intégrales généralisées, les espaces LP, etc., etc. Enfin bref, on a encore plein de trucs super à voir. Allez, à bientôt.